Mardi 15 mars 2022, à la une de l'actualité, à Djibo dans le Sahel, les populations sont isolées et livrées à elles-mêmes. Des coups de feu retentissent à longueur de journée dans cette ville. Les habitants sont pris de panique et dans un désarroi. Face à une telle crise sécuritaire et alimentaire, si rien n'est fait d'ici là, on ne pourra plus communiquer avec Djibo. Direction le plateau central, le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base a débuté un atelier hier matin à Zignaré. Durant 4 jours, les acteurs travailleront pour trouver les modalités d'intégration de l'éducation financière dans l'enseignement au Burkina Faso. Dans la page Inter, nous vous amènerons au Sénégal où a débuté dans la nuit de dimanche à lundi une opération contre la rébellion en Casamance. L'offensive vise à démanteler les bases du leader du mouvement des forces démocratiques de Casamance, de Salif Sadio. Les détails seront en fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'information sur votre télé interactive. Eh bien, je vous le disais, en titre, isolé du reste du pays, la ville de Djibo se meurt. En effet, des groupes armés rôdent autour de cette ville, empêchant du coup les entrées et les sorties. Joint au téléphone, un habitant sous couvert de l'anonymat dépeint une situation de peur et d'angoisse pour les populations de Djibo. Et à cela s'ajoute la flambée des prix. Ces habitants interpellent donc les premières autorités à la levée du blocus qui pèse sur la ville. Serge Kaboré pour le compte-rendu. Située dans la province du Soum, région du Sahel, à 200 km au nord de la capitale burkinabé, la ville de Djibo vit une situation sécuritaire difficile. Des populations de plusieurs quartiers de cette ville ont même dû fuir sous la menace de certains groupes armés. Les coups de feu et l'isolement, dont l'un sous couvert de l'anonymat, nous fait le point de la situation actuelle. La situation est assez critique, comme vous l'avez dit. Il y a des incursions des groupes armés au niveau des choses de la ville. Le 8 mars au niveau du secteur 2 et le vendredi également 12 et 11 dimanche à la mars, où ils ont détruit des installations d'eau et également fait des tirs en pleine ville. Également, ils ont soumis la population des secteurs, en tout cas des guerres. Toutes les installations aussi des banques qui sont là ont été également détruites. La ville de Djibo est isolée. Les réseaux de communication sont pour la plupart hors de service du fait de la destruction de certains pylônes par les groupes armés. Et à cela s'ajoute la situation alimentaire marquée par une hausse des prix de denrées de première nécessité. Cette année, il n'y a rien qui sort. Donc, c'est le peu de trucs qui restent là-bas. Également, les commerçants ont monté les prix. Donc, il n'y a pas de ravitaillement. C'est juste qu'il y a eu une problème de quand même si c'était pas assez quoi. Voilà. Pour le moment il y en a, mais c'est vraiment cher et que bon par exemple on prend l'eau quand même pas manquer. Et les riz ça revient à mais c'est cher. Le mil c'est ce que les gens consomment plus ici. Actuellement le sac de mil fait 32 000 francs je crois. Donc c'est une petite graine. Et pour le moment, il n'y a toujours pas eu d'entrée de l'intérieur. Au niveau des forces de défense et de sécurité, les populations disent constater des patrouilles de FDS la journée. Le soir, le cauchemar reprend avec les coups de feu autour de la ville. Évidemment, ils sont là, ils font des patrouilles. En tout cas, pour deux côtés, ils essaient de garder les mots un peu accueillis. Voilà, ils font aussi de la répression, on voit souvent, les motos qui ont arrêtés, qui pressent les arrêtés. En tout cas, ils sont là, la négation aussi. Souvent aussi, quand il y a des trucs qui font des ripostes. Donc, je pense que la loi, c'est à beaucoup de populations. Parce qu'on le voit, on le constate.
Malgré la présence d'un camp militaire dans cette région du pays, les groupes armés semblent avoir créé le désarroi dans cette partie nord du pays des hommes intègres. À l'endroit des autorités, les populations demandent la levée du blocus sur la route nationale numéro 22 ainsi que le retour à une vie normale. Le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base dans le cadre de la mise en œuvre du programme Promesse a organisé ce 14 mars 2022 un atelier sur l'intégration de l'éducation sociale et financière dans les curricula d'enseignement. Jusqu'au 18 mars, les acteurs vont réfléchir sur les modalités d'intégration de l'éducation financière dans l'enseignement afin de participer à l'inclusion financière comme moyen de développement économique et social au Burkina Faso. C'est avec Abdulrahim Niénié. Cet atelier, initiative du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base CCEB, vise à accompagner l'État burkinabé dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de la finance inclusive 2019-2023. Cette stratégie permettra aux jeunes et femmes, surtout en milieu rural, d'avoir accès aux services financiers en vue de développer des activités génératrices de revenus. Dans cette lancée, le CCEB, à travers cette rencontre, souhaite l'instauration de la formation sociale et financière dans les programmes scolaires pour une meilleure atteinte des objectifs. Il faut vraiment les former sur l'éducation sociale. Quelqu'un qui va en banque pour prendre un prêt, s'il n'est pas préparé à prendre le prêt, même s'il prend le prêt, il ne peut pas investir. Il va se retrouver à la case départ. Donc la question de l'éducation sociale, le volet social est important pour nous. Et maintenant les autres aspects qu'on appelle le crédit. Qu'est-ce que c'est? Même la question de l'argent. Aujourd'hui, quand on prend l'argent veut dire quoi pour un enfant? Voilà. Et comment planifier? Comment budgétiser? Et comment entreprendre? Pour les formateurs, ce programme, une fois mis en œuvre, permettra de donner des rudiments nécessaires à la jeune génération pour faire face à la question de l'employabilité. Oui, l'éducation financière va contribuer effectivement à résoudre de façon durable la question de l'employabilité au niveau des jeunes. Nous avons, on va dire, des curricula dans ce sens. Il y a des opportunités majeures. C'est faute de connaissances, on va dire, d'éducation financière, faute de compétences, que nos jeunes, au sortir de l'école, ne savent pas ce qu'il faut faire. Le directeur général de la recherche en éducation et de l'innovation pédagogique félicite cette initiative. Il affirme son accompagnement dans la mise en œuvre de ce projet qui, selon lui, entre en droite ligne des réformes engagées par le ministère en charge de l'éducation nationale. Il s'agit de faire en sorte que l'élève qui va à l'école n'ait plus à l'esprit qu'au sortir de l'école, il sera un fonctionnaire commis de l'État, mais qu'il sera un producteur actif qui sera capable de s'auto-employer et de créer des emplois au bénéfice d'autres personnes. Et nous comptons démarrer ce processus à la rentrée d'octobre 2022. Le programme Promesse, dans lequel se situe cet atelier sur le projet éducation sociale et financière, couvre deux autres volets qui sont la formation professionnelle et en santé sexuelle et reproductive des jeunes. Le programme est mis en œuvre par 3 ONG, à savoir CCEB, Educo et Solidarsus. Le taux de change entre l'euro et le franc CFA demeure inchangé, a indiqué la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest dans un communiqué daté du 11 mars. Un communiqué qui dément ainsi les informations faisant état d'une dévaluation du franc CFA par rapport à l'euro qui serait intervenue le 9 mars dernier. Cette information a donc suscité la psychose sur la toile. Mais selon l'économiste Amos Zongnaba, aucun critère macroéconomique n'annonce une dévaluation. Comment expliquer alors la panique sur la toile? Quels sont les facteurs pouvant entraîner ainsi une dévaluation? Élément de réponse dans cet élément de Maxime Jean-Eudes Bambara. La dévaluation du franc CFA par rapport à l'euro annoncée sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, le 9 mars dernier, n'était qu'une rumeur non fondée, selon l'économiste fiscaliste Amos Zongnaba. L'information selon laquelle un euro qui était égal à 655,957 francs CFA est passé à 658,83 francs CFA, soit une augmentation de 0,438% de la monnaie européenne, a d'ailleurs été démentie par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO.
L'Institut d'émission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a, dans un communiqué en date du 11 mars, précisé que le taux d'échange entre les deux monnaies reste inchangé. Donc le taux d'échange officiel demeure le même, 1 euro égale 655,957 francs CFA. Mais comment alors expliquer l'agitation suscitée par la rumeur? Si vous allez aujourd'hui, présentement par exemple à l'aéroport, vous allez voir des jeunes qui sont en train de changer le franc CFA contre d'autres devises étrangères comme le dollar, comme l'euro, etc., etc. Ou bien qui échangent le franc CFA avec d'autres devises. Vous allez vous rendre compte que le cours d'achat du franc CFA, lorsqu'ils veulent acheter le franc CFA à votre niveau, ils ne vont pas acheter ça à 657,957 francs CFA. Ils vont acheter à moins que ça. Et quand ils veulent vous vendre le franc CFA, vous allez vous rendre compte qu'ils vous vendent plutôt à plus de 655,957 francs CFA. Pourquoi? Parce qu'eux, ils travaillent avec la monnaie et c'est ça qui fait leur marge bénéficiaire. Donc, vous allez voir que ce taux de change n'est pas égal au taux de change officiel, c'est-à-dire entre la BCE et la BCEAO ou entre la BCEAO et les banques secondaires. Donc c'est cette différence-là peut-être que les gens ont remarqué et ont pensé qu'il y a une dévaluation. Selon l'économiste fiscaliste, la psychose des internautes s'expliquerait également par le traumatisme de la première dévaluation de 50% du franc CFA intervenue le 11 janvier 1994. Ces derniers redoutent donc les conséquences d'une deuxième dévaluation qui rendrait davantage l'économie de certains pays plus fragiles, comme celle du Burkina Faso. Lorsqu'il y a dévaluation, ça veut dire que vous aurez plus de quantité de monnaie pour acheter le même bien. Je prends un exemple. Si j'achète par exemple un portable à 100 000 francs CFA, avec la dévaluation, j'aurai besoin de plus de 100 000 francs pour acheter le même bien. Et en 1994, justement le 11 janvier, avec la dévaluation qui a eu lieu, la dévaluation a été faite à 50%. Donc si je prends toujours l'exemple que j'avais pris, donc pour acheter un portable avant 1994, si le portable faisait 100 000 francs CFA, alors avec la dévaluation du 11 janvier qui avait eu lieu, donc on aurait plutôt besoin de 200 000 francs CFA pour payer le même portable. Donc la dévaluation, c'est ça. Ça veut dire qu'on a besoin d'une grosse quantité de monnaie pour payer toujours le même bien, alors que le bien n'a pas changé ou la valeur du bien n'a pas changé. Le cours du franc CFA est certes officiellement arrimé à celui de l'euro avec un taux de parité fixe, mais pour Amos Zongnaba, il n'y a aucune raison de craindre un changement de parité, puisqu'aucun critère macroéconomique n'annonce une dévaluation. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent entraîner bien sûr une dévaluation, notamment comme je l'ai dit, la situation sociopolitique, l'instabilité sociopolitique, ça peut le faire et qui peut jouer sur l'économie. Il y a également la production nationale qui peut être très faible et qui peut entraîner parce que la monnaie est adossée à ce que vous produisez. Si vous ne produisez pas assez à un certain moment, bien sûr, ça peut jouer sur la valeur de votre monnaie. Mais pour notre cas, même si avec la solidarité entre les autres pays, ça arrive à suppléer en tout cas les insuffisances d'un pays donné. S'il devrait y avoir dévaluation, cette situation ne concernerait pas seulement que le Burkina Faso, mais les 14 pays africains qui utilisent le franc CFA, dont 8 en Afrique de l'Ouest et 6 en Afrique centrale. Nommé par décret le 5 mars 2022 et installé dans ses fonctions 5 jours après sa nomination, Bokari Sawadgo, le tout nouveau ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Affaires foncières, hérite des dossiers brûlants de son prédécesseur. Crise foncière, lotissement et promotion immobilière sont les dossiers primordiaux de ce département ministériel. Quelques précisions sur les défis qu'attendent Bokari Sawadgo dans ce reportage signé Fatimata Nikema. L'ancien ministre en charge de l'habitat, Maître Benoué Stanislas Sankara, lors d'une conférence de presse bilan de ses activités de l'année 2021, qualifiait la question foncière de bombe atomique sociale. Cela à cause de toutes les difficultés qui émaillent les questions foncières, de lotissement et de logement au Burkina Faso. Parmi ces difficultés, on note l'inaccessibilité des populations au logement décent, les difficultés d'accès aux terres et leur cherté qui ne permettent pas aux ménages modestes d'acquérir des logements décents. Sans oublier l'échec de la politique de 40 000 logements, malgré le nombre important des sociétés de promotion immobilière que compte le pays.
C'est d'ailleurs l'une des épines au pied du nouveau ministre, la promotion immobilière. On se souvient encore du bras de fer entre le département ministériel en charge de l'habitat et les promoteurs immobiliers. Un domaine qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces dernières années. La question de lotissement, des zones d'habitation spontanée communément appelées non-lotis, fait également des gorges chaudes. Maître Benouene Stanislas Sankara, lors de sa sortie du 23 décembre 2021, a annoncé la mise en œuvre de nouvelles perspectives pour venir à bout de toutes ces difficultés, chose qu'il n'aura pas eu le temps de faire. Son successeur, nommé sous une nouvelle dénomination, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Affaires foncières, aura donc la lourde tâche de désamorcer cette bombe atomique qu'est la question foncière qui menace la paix sociale. Et c'est dans cette vision que s'inscrit Boukari Sawadogo quand on s'en tient à son discours lors de sa cérémonie d'installation. Parlons sport à présent, Salitas FC est tombé une fois de plus en championnat Ligue 1. Face à l'AS Police, à la 19e journée, les protégés du colonel Yak n'ont pu faire le poids. L'AS Police, bien averti de la méforme de l'équipe adverse, a saisi sa chance et s'est imposé par le score de 2-0. Salitas, en 4 matchs de phase retour, n'a pu obtenir qu'un point. Une situation qui s'annonce comme une crise au sein des Colombes, selon notre reporter Assami Tiamtoré. Reportage. C'est la 4e défaite d'affilée de Salitas depuis la phase retour du championnat. En difficulté en ce moment, les Colombes de Ouaga 2000 se sont enfoncés de plus face aux policiers. Dès l'entame du jeu, ces derniers ont été sans pitié. La première erreur de Salitas a été une occasion pour ouvrir la marque. On joue seulement 4 minutes et Adama Ouedraogo fait douter Salitas malgré cette réaction de Bachirou Sawadgo bien captée par Sayon. Daniel Ouedraogo tente également sur coup franc de tromper Sayon, mais le portier de l'AS Police reste vigilant. Salitas pousse toujours et obtient un but, mais le deuxième assistant indique une position avancée de Moudi Cissé. Contre le cours du jeu, Rodri Kamassié, sur un service de Abdoulaye Karago, marque le deuxième but à la 39e minute. L'AS Police mène 2-0 à la pause. De retour des vestiaires, Bachirou Sawadgo tente à nouveau une frappe lointaine, mais c'est sans compter sur la vigilance de Daniel Sayon. Après cette tentative, plus rien ne sera fait jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Une défaite qui annonce une crise au sein des Colombes. Quand l'équipe ne marche pas, vous venez de dire qu'on vient de faire 4 défaites. Donc logiquement, il y a une crise. Et maintenant, il faut chercher des solutions pour que la crise prenne fin. Il y a une crise, mais moi je pense qu'il y a toujours des solutions pour remédier à cela. Je ne peux pas parler de 10e jeu parce qu'il reste beaucoup de matchs. Moi, je suis venu trouver une équipe malade. Donc il fallait chercher des solutions. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé les solutions, mais je pense que ça ira dans le futur. La solution, moi je pense qu'il y a en un premier temps de chercher à bien défendre d'abord. Et maintenant, quelques occasions qu'on va se procurer, arriver à les concrétiser aussi. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas, on n'arrive pas à bien défendre. Donc moi je pense qu'il faut commencer par là et maintenant chercher à des points dans le futur. Du côté des policiers, on se frotte les mains avec ces 3 points de plus. Une équipe qui a joué avec Inam, une équipe qui a montré qu'elle a de belles choses à défendre, une équipe qui a montré qu'elle a de la valeur, une équipe qui a montré qu'elle a la dignité et qu'elle peut se battre jusqu'au bout et que rien n'est joué. Je pense que je dirais bravo. Les acteurs, c'est les 11 qui ont été sur le terrain. Nous, on a calqué, on a dessiné et ils ont réalisé. Bravo à eux. Salitas, avec cette énième défaite, dégringole et risque de rentrer dans la zone rouge, la zone de relégation. Sport toujours, la Ligue du centre de Kung Fu Wuxi a initié une journée de passage de grade ce dimanche en vue de permettre aux pratiquants de passer à un grade supérieur. Tous les clubs du centre ont été représentés dans 2 options, à savoir le Tai Chi et le Shaolin. À l'issue de cette évaluation, les responsables ont apprécié positivement cette vue d'ensemble. Assami Tiamtoré pour le reportage. Ils étaient près de 120 pratiquants, issus de 11 clubs à prendre part à ce passage de grade en Kung Fu Wushu. Divisés en plusieurs groupes pour se faire évaluer, il y avait 2 options, à savoir le Tai Chi et le Shaolin, dans les catégories ceinture rouge barré 1, barré 2 et barré 3.
En ceinture rouge, Sidi Cheikh Ouedraogo de Sagesse confond Club Gambidi. En Taïchi prend la première place avec une moyenne de 13-20, suivi de Ali Sawadgo et Nelly Ilboudo en Shaolin. Abdul Wahab Damiba en Taïchi prend la 10e place et obtient une moyenne de 12. Il dit avoir donné le meilleur de lui-même. Le Taïchi, c'est la forme de... C'est un art martial chinois qu'on appelle interne. Voilà. C'est pas comme les Shaolin, c'est la même famille, mais ça c'est interne. Le Shaolin c'est l'externe. Bon, ce qu'on est en train de faire là, c'est passage en ceinture et barrette rouge. On appelle ça barrette, 6e barrette en matière de tai chi. C'est la concentration. Après, avant ça, on fait le Qigong. Le Qigong ouvre le service mental, l'esprit et méditatif. Voilà, après ça on fait la forme. C'est ça, c'est pas compliqué. En ceinture rouge barre 1, Priska Compaoré de l'association Les Dragons Stratèges est faite première en Shaolin avec une moyenne de 13,70. Régis Zombri prend la 2e place et Abdul Raouf Salogo la 3e. Une compétition organisée chaque 6 mois dans le but de permettre aux pratiquants d'avancer en grade et également se préparer pour les compétitions à venir. Vu le nombre d'athlètes, nous avons plus de 120 athlètes présents ce matin. L'objectif recherché, c'est pouvoir chercher une compétition pour eux. Madame, la Ligue du Centre va organiser très bientôt son championnat régional. Donc d'où, avec l'autorité, la direction régionale des sports et des loisirs et notre tutelle, la Fédération burkinabé de Kung Fu, sans oublier aussi notre partenaire qui est le gouvernement du centre. Donc l'objectif recherché ici, c'est pouvoir donner de la compétition à ces athlètes. Donc vu leur niveau, je pense que nous devons tout faire pour les accompagner et pour la bonne marche de Wushu dans la région du centre. Il faut dire quand même qu'il y a de la bonne graine, parce que quand on regarde les athlètes, quand même, il y a certains qui se dégagent du lot, voilà, d'une façon générale. Voilà. Maintenant, il faut surtout saluer le travail qui est fait dans les différents clubs, parce que il y a un passé assez récent où on n'avait pas vraiment ce nombre d'athlètes. On avait vraiment maximum 20-30 candidats et aujourd'hui on a dépassé la centaine. Ça montre qu'au niveau de la base, il y a beaucoup qui a été fait. En ceinture rouge barré 2, Sharif Ouedraogo de l'association des Dragons Blancs se distingue en Shaolin avec une moyenne de 12,70. En rouge barré 3, c'est Idrissa Traoré de l'association Groupe Blanche Volcan Shaolin qui arrive en tête en Shaolin avec une moyenne de 14. Une activité bien appréciée par les premiers responsables du sport. Bon, nous apprécions très positivement. Et d'ailleurs même la Ligue du Centre de Kung Fu Wushu, c'est l'une des structures qui donne beaucoup de fierté à la région ici, qui organise régulièrement les passations de grade. Ce matin, nous avons vu en tout cas assez de combattants qui sont là et vraiment ça se passe bien. C'est donc fini pour le premier passage de grade de la Ligue du Centre de Kung Fu Wushu. Rendez-vous est donné dans 6 mois pour une autre évaluation. Hors de chez nous à présent, l'armée sénégalaise a déclaré dans la nuit de dimanche à lundi avoir lancé une opération contre les rebelles de Casamance, théâtre d'un vieux conflit dans le sud du pays. Cette offensive est lancée moins de 2 mois après la mort de 4 soldats sénégalais et la capture de 7 autres par les rebelles dans la zone frontalière avec la Gambie. Reportage. La hache de guerre déterrée en Casamance. L'armée sénégalaise a lancé dans la nuit de dimanche à lundi une offensive contre les rebelles actifs dans cette partie du territoire depuis 1982. Dans un communiqué, l'état-major des forces armées sénégalaises souligne que cette opération vise à démanteler les bases de la faction du mouvement des forces démocratiques de Casamance de Salif Sadio, située le long de la frontière nord avec la Gambie, mais aussi à détruire toutes les bandes armées menant des activités criminelles dans la zone. Mais l'offensive en cours est en réalité une réponse aux lourdes pertes subies par les forces loyalistes en Casamance il y a 2 mois. Les rebelles avaient tué 4 soldats sénégalais alors que 7 autres avaient été enlevés. Des militaires membres de l'ECOMOG, la mission ouest-africaine en Gambie, libérés depuis. En 2018, 14 personnes ont été massacrées près de Ziguinchor. Le procès de ce drame s'ouvre d'ailleurs dans quelques jours.
La Casamance est le théâtre d'un des plus vieux conflits du continent depuis que les indépendantistes ont pris le maquis avec un armement rudimentaire après la répression d'une marche du MFDC. C'était en décembre 1982. Toujours hors de chez nous, la nouvelle session de pourparlers russo-ukrainienne qui a débuté ce lundi 14 mars au matin en visioconférence reprendra mardi. Cette 4e session de pourparlers intervient aussi après une première rencontre infructueuse entre les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne jeudi dernier. Suivant ce reportage. Une nouvelle session de pourparlers entre responsables russes et ukrainiens a débuté ce matin par vidéoconférence. Kiev a prévu de demander un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes, alors que des bombardements ont encore fait des victimes à Kiev et Donetsk ces dernières heures et que le conflit s'est étendu à l'ouest du pays. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réagi sur Twitter à l'attaque de Moscou contre une base d'entraînement militaire près de la frontière avec la Pologne. Nous condamnons l'attaque aux missiles de la Fédération de Russie contre le Centre international pour le maintien de la paix et de la sécurité à Yavoriv. La brutalité doit cesser. L'attaque de cette base militaire ukrainienne aurait fait au moins 35 morts et 130 blessés selon les autorités locales. Plusieurs d'entre eux ont dû être transportés dans un hôpital. Les forces russes poursuivent leur offensive dans plusieurs zones du pays et notamment autour de Kiev. Dimanche, les médias d'État russes ont diffusé des images de ce qu'ils considèrent comme une colonne de militaires se dirigeant vers la capitale ukrainienne où, selon les autorités locales, les combats et les tirs se seraient multipliés ces derniers jours. Les soldats ukrainiens s'attendent à une attaque plus importante des forces russes stationnées au nord de Kiev, alors que les deux parties se sont engagées dans d'âpres combats dans les zones d'Irpin et de Boucha, deux banlieues de la capitale. Ils ajustent le tir en tirant des mines sur les positions. Ils se préparent à passer à l'offensive contre Kiev. C'est pourquoi ils essayent de nous faire peur, déclare Alexei, un soldat ukrainien de 46 ans. Volodymyr Zelensky s'est rendu en personne dans un hôpital militaire de la capitale ukrainienne pour rendre visite à des soldats blessés et remonter le moral des troupes. Le président ukrainien continue d'exhorter l'OTAN à imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. C'est tout pour cette édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de nous quitter, je vous laisse méditer sur cette pensée du jour qui dit « La vie nous donne des épreuves, l'expérience nous donne des outils et la sagesse nous apprend à nous en servir. » Prenez grand soin de vous et à demain.